Bien, bonsoir à tous. Nous allons donc entamer cette conférence sur l'information au défi et je remercie très vivement Vincent Giret d'avoir accepté de venir. C'est donc le patron de France Info, qui est la principale chaîne d'information, qui est à la fois un canal télévisé et un canal radio, les deux. Et donc l'idée, c'est un peu, par rapport à votre génération, de s'interroger sur la relation que les nouvelles générations, notamment les étudiants, peuvent avoir avec l'information. Il y a à la fois une très forte demande d'information et en même temps, quand on voit les enquêtes d'opinion, c'est régulièrement par rapport aux journalistes qu'il y a le plus de défiance, non seulement en France, la Croix publie chaque année des études là-dessus, mais tu vas le montrer également à l'étranger. On a bien vu dans d'autres pays que la relation aux canaux traditionnels d'information n'est plus la même et que Trump, par exemple, a en grande partie réussi à se faire élire contre les médias. En même temps, on peut dire qu'en France, c'est à l'inverse. Le président actuel a plutôt bénéficié d'une couverture sympathique des médias. Les médias, ils sont aussi divers. Tu es le patron d'une radio, d'une chaîne télévisée. On peut dire qu'il y a des médias qui se portent mieux que d'autres. Et que, en termes de santé économique, la presse écrite, et notamment la presse hebdomadaire, est plus atteinte, alors que la radio est généralement le média qui a le plus grand lien de confiance avec les auditeurs par rapport aux autres. Mais ce qui nous intéresse avec cette réflexion générale, c'est de voir un peu comment on traite l'information, quand on est responsable d'un grand canal d'information comme France Info, eh bien, quelles sont les priorités, comment on traite le suivi de l'information, comment on sélectionne ce qui doit être porté à l'antenne, ce qui doit ne pas l'être, comment en fait on revient un peu sur dessus et quelle est finalement comment tu conçois la mission qui est en plus, comme c'est une radio de service public, qui a bien sûr une relation un peu particulière, mais en tous les cas, à la fois pour Radio France en général, mais tu as une expérience plus longue, tu es passé par différents médias, mais comment tu conçois le rapport de l'information, comment sur le long terme, la crédibilité de l'information peut être maintenue pour les médias centraux. Et il y a aussi, bien sûr, ce débat entre les réseaux sociaux et les médias centraux. Mais en même temps, les médias centraux sont présents sur les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas une aussi complète opposition entre les deux. Bref, comment s'articule cela et comment faire en sorte que demain, le contact avec le public soit maintenu, soit élargi. Comment faire en sorte que les citoyens puissent avoir confiance dans les médias, dans la presse, dans les journalistes et dans le système d'information qui est peut-être, comme ce que disait Churchill de la démocratie, le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Merci Pascal, merci. Okay, là, voilà. Merci Pascal, merci. Je suis très heureux d'être là. Je considère que dans mon boulot aujourd'hui, c'est extrêmement important de sortir des bureaux, des rédactions, de venir échanger parce qu'on est confronté à une crise de l'information. C'est ce que je vais essayer de développer devant vous et puis de répondre à vos questions. J'ai aussi envie de vous entendre, de savoir quelles sont les questions que vous vous posez. Et vous savez, il y a quelques années, The Economist avait une publicité et qui disait en gros... pour comprendre le monde, il faut regarder l'économie. Et c'était la grande époque de la mondialisation où effectivement les échanges s'accroissaient, à la fois des biens, des personnes, et où ça semblait un peu l'horizon indépassable. Et puis aujourd'hui, on est plutôt en train de se dire, au fond, si on veut comprendre un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est peut-être l'information qu'il faut regarder. Et nous vivons un chaos de l'information, mais vraiment un chaos de l'information. C'est ce que je vais essayer de développer devant vous. Nous avons vécu en deux décennies, on va dire, 4 ruptures. Il y a des choses dans ce que je vais vous dire que vous connaissez par cœur, mais que je remets moi dans mon cadre d'analyse et de vision d'un professionnel de l'information. La première rupture, c'est bien évidemment la rupture technologique. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité une technologie, le numérique, qui se développe aussi rapidement, de façon aussi fulgurante. Tout ça est extrêmement neuf. Nous sommes sans doute à la préhistoire enfin pas sans doute, nous sommes vraiment à la préhistoire du numérique et de la société numérique. La seconde rupture, c'est celle des usages. Les usages en matière d'information. Vous vous informez de manière extrêmement différente
que nos générations. Je vais englober Pascal et moi dans la même génération. C'est gentil pour toi. Et ça, ces usages, ils sont encore en train de se transformer, bien évidemment. Ils ne sont pas cristallisés. On voit bien l'apparition, par exemple, de nouveaux réseaux sociaux, de nouveaux formats qui, tout d'un coup, avec une viralité incroyable, deviennent tout à fait leaders, j'allais dire de façon transfrontalière. Voilà, ces effets-là se passent des effets nationaux. On est d'emblée dans un territoire mondialisé. La troisième rupture, ça a été la rupture des modèles économiques. Dans l'histoire des médias, de la fin du 19e siècle au 20e siècle, en gros, les entreprises avaient besoin des médias d'information pour toucher leurs clients. Aujourd'hui, bien évidemment, ça n'est plus du tout le cas. Les médias, donc, se sont développés au XXe siècle, devenant des masses médias, grâce à la publicité, à cette possibilité donnée aux entreprises de toucher leurs clients. Aujourd'hui, vous voyez bien qu'avec le numérique, il y a des tas de façons pour les entreprises d'aller toucher leurs clients. D'abord parce que les entreprises sont devenues aussi des marques. C'est des marques qui sont devenues des médias, je veux dire. Et donc, elles communiquent et peuvent vous toucher, chacun d'entre nous, de manière très différente. Elles n'ont plus besoin de l'information. Et ce modèle économique est d'autant plus mis à mal que 80% de la croissance de la publicité sur le numérique est captée par Google et Facebook, par deux seules entreprises, 80%. Bien évidemment, ça assèche complètement les rédactions, les médias dits traditionnels. C'est d'ailleurs pour cela, j'y reviendrai après, que beaucoup se sont battus pour que la Commission européenne et l'Europe instaurent un système de droit voisin qui permet une rémunération sur la diffusion par ces plateformes de contenu produits par des rédactions professionnelles. J'y reviendrai, mais voilà. Rupture donc technologique, rupture des usages, rupture des modèles économiques, et on pensait qu'on avait fait un peu le tour du sujet. Et puis est arrivée une quatrième rupture, qui est celle de l'information. Et pour prendre une métaphore parlante, il faut imaginer un tremblement de terre suivi d'un tsunami. Et ce tsunami, c'est l'information. Nous sommes désormais envahis par l'information. À un stade jamais acquis, puisque chacun d'entre nous est potentiellement, et même pas potentiellement, dans la réalité, un média, parce qu'on va partager, mettre des photos, des vidéos, donner son opinion, y compris parfois la plus brute ou la plus brutale. On va liker, échanger, commenter, fédérer, diffuser, viraliser des contenus qui ont été faits par chacun d'entre nous. Et cette situation-là, finalement, va produire un paysage complètement horizontal, va niveler l'information, est à la fois bien évidemment une formidable libération de l'information. On est sur un territoire maintenant qui est complètement dérégulé. L'information est un marché dérégulé aujourd'hui, totalement dérégulé. Et sur ce marché, chacun peut se faire entendre. Il y a bien évidemment des tas de choses positives à travers cela. Chacun peut s'exprimer. Il y a d'une certaine manière une liberté sans égale du débat public aujourd'hui. Et dans le même temps, on voit bien que cette situation confine désormais au chaos général. Au chaos général parce que le vrai, d'une certaine manière, n'est plus qu'une partie du faux. C'est-à-dire que nous sommes envahis d'informations qui n'en sont pas forcément, d'intox, d'erreurs, de manipulations aussi, je vais y revenir. Bref, d'un paysage de l'information où il est de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux. Et ça, bien évidemment, pour nos sociétés démocratiques, c'est extrêmement préoccupant. Les faits, par exemple, le factuel, ce qui pour nous, journalistes, était un peu la base du métier. On est formés pour aller essayer d'identifier, vérifier un travail sur les sources, des faits. Eh bien, ces faits, aujourd'hui, sont contestés. Il nous est arrivé très, très souvent, encore dernièrement, y compris, par exemple, avec les hommes politiques, on leur dit, mais vous ne pouvez pas dire que le traité de Marrakech contient telle ou telle chose. D'ailleurs, j'ai le traité sous les yeux. Le paragraphe tant que vous incriminez dit ceci, pas du tout ce que vous affirmez. Ah oui, mais c'est votre lecture des faits, c'est mon opinion. Et donc, vous voyez bien que tout d'un coup, on est pris dans un relativisme. Et ce relativisme emporte beaucoup de choses aujourd'hui, pas simplement le factuel,
mais il emporte aussi des acquis de la connaissance. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Les acquis de les connaissances, par exemple, je vous donne un exemple évident, c'est par exemple celui des vaccins. Dans les vaccins, la France, par exemple, est l'un des pays où le scepticisme à l'égard des vaccins est le plus fort. Moins de 50% des Français croient aux bienfaits des vaccins. Les vaccins, c'est quelque chose de fondamental. On ne serait pas là, vous et moi, s'il n'y avait pas eu des vaccins. C'est l'histoire de la science, c'est Pasteur, c'est quelques grandes dates, des grandes découvertes, des grands savants qui ont permis, à travers les vaccins, de faire disparaître quasiment la mortalité infantile, qui ont permis l'allongement de la durée de la vie, la disparition d'épidémies. Et on voit bien quand il y a des trous, en fait, dans ce maillage des vaccins, on voit réapparaître, par exemple, la rougeole, qui est tout à fait mortelle, on voit réapparaître, y compris en France, des bouts d'épidémies de rougeole. Et voilà. Et cet acquis de la connaissance qu'on croyait, j'allais dire, acquis pour toujours, est emporté par ce flot de relativisme. Les vaccins, c'est bien, mais quand même, ça a beaucoup d'effets négatifs. Ah bon? Vous voyez, cette idée commune qui s'est répandue. Quand on a essayé, d'ailleurs c'est un travail qu'avaient fait les décodeurs du monde, de monitorer les champs sur lesquels il y a plus de bullshit, d'informations fausses, volontaires ou non, qu'importe. C'est le domaine de la santé qui est le plus fort aujourd'hui. Et de façon vraiment massive. On peut identifier, cartographier les sites les plus bidons. Voilà. Il y a notre équipe qui fait du fact-checking, par exemple, avait repéré, je vous donne un exemple, parce qu'il est hélas très très banal, mais c'est un truc qui tourne sur le web depuis longtemps, à vrai dire. Le vaccin contre la grippe prédisposerait à la sclérose en plaques. Bon, évidemment, c'est totalement bidon, mais ce truc-là a été partagé. On a repéré à un moment donné, là, il y avait une semaine où ça avait été repartagé plus de 200 000 fois. Et là, on s'est dit, là, il faut qu'on intervienne. On va faire un papier, on va faire un décryptage, on va faire un démontage pour expliquer pourquoi ce truc-là est un gros fake et abîme ce qui peut faire consensus aussi dans un rapport à la science. Tout ça pour vous dire que on navigue maintenant, c'est la conséquence de ce tsunami, dans un océan de défiance généralisée. Et cette défiance est mondiale. Je vais vous donner quelques indications de chiffres, puis je laisserai ce petit document à Pascal s'il intéresse certains d'entre vous. Mais surtout, j'en donnerai la source qui est accessible très facilement sur Internet. Mais ce niveau de confiance, il s'est détérioré partout. C'est des choses qui sont mesurées de façon régulière. Tu parlais du baromètre de la Croix. Je vais vous donner le chiffre du Reuters Institute qui donc il y a une école de journalisme à Oxford et monitor ces données depuis de très longues années avec sur environ 35 pays. Alors, je vous donne les chiffres de l'année 2019. Bon. Et il y a 2 pays qui chutent très fortement. La question, est avez-vous confiance en l'information telle qu'elle vous est rendue accessible? Les pays où le taux de confiance est encore assez fort, c'est les pays d'Europe du Nord, sans surprise. Il y a un consensus social qui est plus fort qu'ailleurs. Mais ça n'est quand même que 59%. Donc vous voyez, même dans les pays à très forte cohésion sociale, ce taux de confiance est pas loin d'atteindre, là en l'occurrence, dépasse légèrement les 50%. Mais le cas de la France est tout à fait singulier. Le cas de la France, c'est 24% seulement. 24% des Français font confiance à l'information. Et ce taux de confiance a baissé de 11 points en un an. C'est clairement un effet des Gilets jaunes. Et il n'y a que 2 pays dans ces 35 monitorés par le Reuters Institute qui chutent, qui font une chute aussi sévère de 11 points, c'est la France et c'est le Brésil. Et le Brésil, il n'y a pas de hasard. Vous le savez, il y a eu une campagne électorale sur WhatsApp et qui s'est fait, bien évidemment, qui a été, à travers WhatsApp, un énorme pourvoyeur de fake news, de manipulation et de grand n'importe quoi.
Et donc, la France, avec 24%, est l'avant-dernier pays dans ces 35 qui sont étudiés par le Reuters Institute. Le dernier étant la Corée. Alors là, on va demander à Pascal, qui aura certainement une hypothèse sur la question, mais moi, je n'en ai pas. Et la Corée du Sud, bien sûr, la Corée du Sud. Oui, je crois que la Corée du Nord, ça ne serait pas utile. Je crois que le score serait très, très fort, mais pour d'autres raisons. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Europe est, avec 24%, le pays où la confiance est la plus faible en Europe. Donc nous sommes, et ça c'est une énigme, y compris pour les chercheurs ou les apprentis chercheurs que vous êtes, il y a certainement des raisons géopolitiques, j'en évoquerai une ou deux, parce que par curiosité, ça m'intéresse de savoir ce que va en dire Pascal, mais il y a quelque chose qui est très abîmé dans notre pays, qui n'est pas conjoncturel, je crois, même s'il y a un effet gilet jaune là qui est conjoncturel, mais je crois que c'est une donnée structurelle. La question de la confiance et de la défiance dans laquelle nous autres journalistes allons devoir faire notre travail est tout à fait centrale. Elle va nous occuper sur le long terme. Et tous les congrès internationaux de journalistes en ce moment consacrent l'essentiel des travaux autour de la confiance ou de la défiance. C'est-à-dire comment précisément on travaille dans un contexte comme celui-ci et comment on peut essayer de reconstruire des briques de confiance, sachant que s'il n'y a plus d'accord sur les faits, si on n'est plus capable de se dire il s'est passé ça, comment voulez-vous qu'ensuite puisse y avoir un débat public, un débat structuré, le pour, le contre, un débat d'opinion à peu près rationnel, et puis un débat démocratique rationnel. Si on n'est plus capable de se dire collectivement il s'est passé ça, bien évidemment, c'est extrêmement problématique. Dans l'affaire des Gilets jaunes, cette défiance s'est manifestée de façon extrêmement forte contre les journalistes. Et j'ai coutume de dire que ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes, en matière d'information, est un choc d'une nature, toute proportion gardée bien évidemment, mais similaire à ce que les États-Unis ont ressenti, ont vécu lors de la dernière campagne électorale et l'élection de Trump. Il y a un avant, un après. Il y a une digue qui a cédé. Il y a quelque chose qui a craqué. Et pour vous donner un seul exemple avec ce qui s'est passé en France, nous avons dû mettre à France Info, mais à Radio France d'une manière globale, des officiers de sécurité le samedi, quand nos reporters allaient travailler sur le terrain et interroger des gilets jaunes, des policiers, voir ce qui se passait, rendre compte de ce qui se passait dans la rue. Mettre des officiers de sécurité auprès de reporters radio, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de Radio France. Le seul moment où nous avons des officiers de sécurité pour nos reporters, c'est en Syrie ou en Irak, nulle part ailleurs. Et là, dans Paris, à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille, nous avons dû mettre des officiers de sécurité. Au départ, nos reporters étaient contre. Sur le thème, non, nous, on va quand même pas mettre des officiers de sécurité. La télé en avait d'une certaine manière, les chaînes d'information en avaient, pour des raisons simples, c'est qu'elles font des stand-up en direct, en live. Et donc quand vous avez un journaliste qui est filmé en live devant une manifestation, bien évidemment, il faut protéger l'image, il faut protéger ce moment d'antenne en direct. Donc il pouvait y avoir un ou deux officiers de sécurité derrière qui faisaient attention à ce que le gars ou la reporter ne soit pas bousculé, malmené, ou que l'antenne ne soit pas piratée d'une certaine manière. Mais pour les reporters radio, ça n'était jamais arrivé. Et l'un des premiers, on n'avait pas pensé d'ailleurs mettre des officiers de sécurité. Et puis on s'est rendu compte petit à petit qu'une de nos reporters de France Bleu avait été coincée par des manifestants et malmenée, que certains de nos journalistes avaient été menacés, parfois caillassés, foutus par terre, etc. Et au bout de 3 semaines, tous nos reporters voulaient un officier de sécurité. Alors que vous arrivez avec un petit appareil radio, que c'est discret, que vous n'êtes pas forcément obligé de mettre une bannette autour du micro très spectaculaire. Et en plus, quand vous pensez que vous mettez France Info, vous êtes le service public, vous pensez que vous êtes plutôt moins ciblé que BFM ou CNews ou qu'LCI ou qu'une autre chaîne d'information, qu'un autre média. En fait, pas du tout. On a été pris dans le tourbillon de la même manière que les autres. Et donc, cette crise-là reste un sujet
de préoccupations majeures dans nos équipes. On a beaucoup débriefé. La rédaction a voulu se mobiliser, réfléchir ensemble. Et je vais vous raconter une autre anecdote qui témoigne du désarroi, même dans sa naïveté. Mais elle dit bien quelque chose de cette défiance. Tout début janvier, dans nos métiers, il y a souvent des pots en fin de journée, et il y avait un pot dans le service police-justice. Et puis on était peut-être le 2 ou 3 janvier. Et puis je suis invité à prendre un verre, on discute un peu. Il y a une jeune journaliste qui raconte qu'elle était, parce que nous ne sommes pas des personnes, enfin, très peu d'entre nous sont des Parisiens, on est tous des provinciaux montés à la capitale, et donc elle était, alors je ne sais plus si c'était Roanne ou voilà, enfin elle était, je crois, de Roanne. Bon, et puis elle est revenue réveillonnée avec sa famille, et puis elle a retrouvé un camarade de classe avec qui elle était au lycée. Et qu'est-ce que tu deviens, etc. Bon, ils vont prendre un café. Et puis, elle lui dit, ouais, je suis journaliste à France Info. Ah bon, très bien, etc. Bon, puis le gars se raconte un peu. Et puis, au bout de 10 minutes, le gars lui dit, non, mais on se connaît, on a été à l'école ensemble. Il la prend par le bras, comme ça. Il lui dit, non, mais dis-moi la vérité. À partir de quel moment on vous a demandé de mentir? Là, la journaliste est un peu stupéfaite. Il dit, mais tu veux dire quoi exactement? Non, mais mentir. À quel moment on vous a dit de raconter n'importe quoi sur les gilets jaunes, sur etc., etc. C'est le président qui vous a demandé de mentir. Alors elle lui explique qu'elle a fait des études de journaliste, qu'il y a des règles, qu'il y a une éthique, qu'il y a des process. Elle lui raconte comment elle travaille, la conférence de rédaction, le choix des angles, la façon dont les reportages sont montés, etc. etc. Et au bout d'une demi-heure, elle ne l'a pas fait bouger d'un iota. Et il est resté avec sa défiance totale. Et puis du coup, un autre journaliste a raconté qu'au réveillon, il avait été pris à partie par une partie de sa famille qui lui a dit non, mais toi on te connaît un peu, mais quand même les journalistes, franchement, on ne peut pas vous faire confiance. Et c'est des petites anecdotes, mais qui sont très vite remontées dans la rédaction et qui ont suscité beaucoup de débats. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Et je vais revenir ensuite sur qu'est-ce qu'on peut faire. Mais plusieurs chercheurs, je pense à Marc Lazare, que vous connaissez sans doute, qui est spécialiste de l'Italie, historien, sociologue, qui a une formule qui m'est restée en tête, parce que je la crois très juste. Il dit aujourd'hui, la difficulté, c'est que l'expertise est ressentie comme une domination sociale, même comme la plus sournoise des dominations sociales. Et ça, c'est quelque chose de terrible, parce que ça veut dire que toutes les paroles se valent, que dans une démocratie, on a besoin d'experts, mais alors ça veut dire que tous les experts sont biaisés, qu'on ne peut pas l'en faire. Vous vous souvenez de ce mot des Gilets jaunes, qui est tout à fait emblématique de ce qui se passe aussi ailleurs. Je pense au UK, au Royaume-Uni pendant le Brexit. Mais ils avaient une expression, les Gilets jaunes, ils disaient « les médias nous en fument, on nous en fume, les experts nous en fument ». Et ce mot-là nous a aussi beaucoup marqué. Et j'ai trouvé que l'expression de Marc Lazare était tout à fait puissante, parce que on voit bien qu'il y a une crise de légitimité, il y a une crise de la vérité, il y a une crise de la crédibilité. Et dans cette défiance généralisée, l'expertise, de la même manière que les acquis de la connaissance, sont emportés. Alors, je ne veux pas faire un tableau trop noir, mais en tout cas, il y a une partie de la population, et on le voit à travers les chiffres que je vous ai donnés, cette partie-là est quand même très, très substantielle, qui est emportée par cette défiance. Et je discutais récemment avec Daniel Cohen et Yann Algan, deux économistes, qui ont fait un livre collectif que vous avez peut-être vu, qui s'intéresse, je ne sais plus le titre du livre, qui s'intéresse au populisme. Et voilà. Et en gros, ils analysent la situation politique de l'Italie, du Royaume-Uni, de la France, principalement des pays européens, en regardant des cartes électorales et en regardant quelles sont les populations qui peuvent avoir été touchées par tel ou tel phénomène. Bien évidemment, il y a une première grille d'analyse, qui est une grille d'analyse économique. Il y a une crise financière d'une très grande brutalité pour les classes moyennes, 2007-2008. Ça a laissé des traces, ça a déstabilisé les classes moyennes. Il y a eu une perception de déclassement possible, voire de déclassement réel. Et ceci est une des clés d'explication. Il y a eu ensuite une deuxième clé d'explication, qui est une clé politique. Les grandes forces politiques qui ont structuré le débat public depuis le début de la Ve République, pour ne pas remonter trop loin, sont proches du chaos. Et donc,
avec d'autres institutions qui ont tenu le débat public, aussi bien le monde associatif, les médias qui aussi tenaient d'une certaine manière. À l'époque, vous lisiez l'Humanité ou le Figaro, il y avait bien évidemment deux options différentes sur le monde, mais d'une certaine manière, il y avait une représentation du monde qui était pas si distancielle, qui était pas si éloignée. On pouvait parler des mêmes informations tout en ayant un point de vue totalement opposé sur l'information. Et aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Et donc, il y a quelque chose qui s'est défait. Et dans ce qui s'est défait, sans donner la cause principale, mais il y a une troisième clé d'explication qui est donnée par Daniel Cohen et Yann Algan, qui est la question qui est plus culturelle, en fait. Et ils sont intéressés, un peu comme la question de la confiance que j'évoquais à l'instant. Il y a un autre indicateur qui est lui aussi, j'allais dire, on a des séries de longue date qui nous permettent de mesurer s'il y a des choses qui ont varié. Et c'est une question toute simple qui est: faites-vous confiance à votre voisin? Et eh bien, la France est le pays où on fait le moins confiance à son voisin en Europe. Et donc, il y a quelque chose qui s'est abîmé dans le rapport à l'autre. Et cette question-là, bien évidemment, elle a une implication aussi sur la question de l'information, sur la crédibilité de l'information. On se méfie de l'autre. Alors pourquoi ? Il y a beaucoup de... Là, je laisserai peut-être Pascal, qui est plus savant que moi, dire des choses intelligentes sur le sujet. Je vous donne une clé de lecture que j'ai entendue un jour. Je ne sais pas du tout si elle est pertinente, mais je la risque parce que je suis avec des gens qui font de la géopolitique et donc qui ont certainement un regard là-dessus, ou un avis là-dessus, ou une expertise. Cette clé, elle ne marche pas pour tous les pays. Hein, donc, ce n'est pas forcément une clé qui est une clé magique. Mais... cette clé de lecture dit que les pays qui ont été occupés, où l'État s'est effondré, ont gardé une blessure culturelle sur la longue durée. Et que cette dimension-là, un pays où l'État s'effondre, où le bien commun s'effondre, où les élites se compromettent, où une partie de la population se compromet, une partie parfois importante, significative, avec un occupant étranger, durablement, enfin en tout cas quelques années, ces pays-là gardent une blessure en termes de confiance, de rapport à l'autre, sur la longue durée. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je vous livre ça à votre sagacité. C'est une explication qui m'intéressait. Elle ne marcherait pas nécessairement, par exemple, pour un pays comme la Pologne, qui a disparu plusieurs fois de la carte entre le 19e et le 20e siècle. Mais je me demande s'il n'y a pas un petit bout de vérité dans cette histoire-là. Alors ensuite, comment fait-on? Je ne veux pas être trop long parce que je veux pouvoir répondre à vos questions. Je vais énumérer juste des types de réponses qu'aujourd'hui nous agitons dans nos métiers, dans nos professions. Il y a une première réponse qui est très américaine. On l'entend beaucoup dans les congrès de journalistes américains, qui est la technologie. Les Américains ont la religion de la technologie. Et souvent pour le meilleur, pas toujours pour le meilleur. Mais dans nos métiers, un certain nombre, y compris d'ailleurs dans la jeune génération, croient beaucoup à l'intelligence artificielle et à la blockchain. Parce que la blockchain, vous savez ce que c'est un système de sécurité fermé, en quelque sorte. La blockchain, demain, peut-être certifier la photo, la vidéo, même le carnet de notes d'un journaliste. On peut remettre du réel, du vrai, peut-être avec de la technologie. On peut user de l'intelligence artificielle aussi pour massifier davantage le vrai, massifier les contenus les plus probants. On le fait déjà, nous, à France Info, par exemple. On a des outils d'intelligence artificielle pour savoir les bons créneaux de publication, les horaires, le type de format, etc. Ça ne suffit pas, mais on sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui arrive dans les rédactions. Je vais très vite. Il y a une deuxième réponse possible, qui est la régulation. La difficulté, c'est que la régulation, nous n'entendons pas du tout la même chose par ce mot, selon que nous soyons européens, selon que nous soyons américains, selon que nous soyons chinois. Et bien évidemment, cette régulation, elle touche toute une série d'aspects. On voit bien que la question des plateformes est extrêmement problématique.
crucial dans cette histoire-là. Facebook est probablement, on a tous un compte Facebook, j'imagine, enfin moi j'en ai un par exemple, qui est un compte purement professionnel, où je n'y mets pas de choses personnelles ou à minima. C'est aussi quelque chose qui m'a été utile dans mon métier, j'ai repéré des sujets, des histoires, des gens, j'ai retrouvé des gens, etc. Mais ce qui se passe, c'est la nature de ce qui se passe sur Facebook, est probablement un des trucs les plus nocifs qui soit arrivé à la démocratie depuis très longtemps. Donc voilà, alors quelle régulation ? Alors, il y a des régulations qui sont en termes de... Il y a des régulations qui peuvent concerner la fiscalité, on voit bien pourquoi. Il y a des régulations qui peuvent concerner l'abus de position dominante, l'antitrust. C'est bien évidemment la régulation qui est préférée aux États-Unis. Je me souviens l'an dernier, j'étais à l'ONA, à l'Online News Association, qui réunit tous les journalistes, enfin, disons 3 à 4 000 journalistes américains chaque année, dans une ville différente. Et j'avais joué un peu à l'imbécile en disant je viens d'un très vieux continent qui s'appelle l'Europe, où on a un Parlement européen, c'est un truc compliqué, qui a un projet de directive sur le droit voisin. Je vais vous expliquer le droit voisin, c'est qu'on considère que Google ou Facebook diffusent des contenus qu'ils n'ont pas produits, pillent nos contenus totalement gratuitement et les font rémunérer par de la publicité et par là même déstabilisent complètement l'industrie des médias et les auteurs, journalistes ou au-delà, tous les créatifs qui participent à créer des contenus. Et je n'avais pas entendu le mot régulation. Je l'ai entendu cette année, mais il y a 14 mois, je n'avais pas entendu le mot régulation pendant 3 jours de discussion, qui donne quand même une idée du truc. Le climat a changé, je vais y revenir. Mais, et donc, certains m'avaient rionné, et puis d'autres m'avaient dit non, mais ok, faites pas votre truc, là, ça va être une usine à gaz. Vous allez passer un temps délirant à réfléchir sur les clés de répartition. Les plateformes vont mettre tout leur cabinet d'avocats. Vous allez passer un temps fou, ça va cramer une énergie administrative, bureaucratique énorme pour arriver à un bout d'accord qui tiendra pas très longtemps. En revanche, mettez le paquet sur l'innovation et mettez le paquet sur l'antitrust. Si vous avez un problème d'abus de position dominante, ça aux États-Unis, ça pardonne pas. Allez-y sous cet angle-là. Et 1 an plus tard, ce débat-là est très présent aux États-Unis. Il est présent pendant la campagne électorale. Plusieurs élus d'importance démocrates, mais aussi quelques républicains, se sont lancés sur le sujet, avec une limite que pose la situation américaine, c'est que les adversaires des régulations sur ce sujet disent hors de question d'affaiblir nos champions américains, alors que les Chinois sont dans un espace totalement à leurs mains. Et ont des moyens qui deviennent de plus en plus illimités, sont en train de nous concurrencer. Et donc, on aurait bien tort de se couper une jambe ou un bras et d'affaiblir nos propres GAFA, entre guillemets. Mais la question quand même de la régulation de l'antitrust continue. Mais il y a aussi, j'évoquais la question de la régulation de rémunération sur les droits voisins. Et puis, on voit bien la question aussi de la régulation j'allais dire éditoriale, et notamment pendant nos moments sacrés en démocratie que sont les élections. Bon, c'est par exemple ce qu'a tenté la France de faire sous l'impulsion du président, en essayant de voir s'il n'y avait pas une manière de protéger les 6-7 semaines pendant lesquelles un peuple se choisit des représentants, se protéger d'attaques, de manipulation de l'information. Ce que je ne vous ai pas dit, et c'est peut-être le plus intéressant pour vous, c'est que dans cette dernière année, c'est aussi monitoré par le Reuters Institute, mais il y a eu un très bon rapport fait par l'école de guerre et le CAPS, l'IRSEM et le CAPS, par un type qui s'appelle Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer. Rapport que je vous conseille vraiment, si ce sujet-là vous intéresse, de lire. Il est absolument passionnant. Et il a été... D'ailleurs, il va en sortir une seconde édition qui sera très axée sur la Chine, le premier étant plus axé sur la Russie. Mais aujourd'hui, le Reuters Institute a fait une étude qui montre que dans 70 pays, il y a eu des manipulations d'informations à très grande échelle. C'est-à-dire des officines, des administrations, des services secrets, des intérêts privés, pourquoi pas, ont eu intérêt à un moment donné à injecter dans le débat public ou à viraliser dans le débat public. Ce n'est pas des gens qui écrivent des narratifs, ce n'est pas des gens qui écrivent des papiers, c'est des gens qui peuvent monitorer des papiers qui fragilisent le débat démocratique
Et ils vont, des trucs, en général des trucs complètement faux, bien évidemment, et ils vont, avec des robots et des outils particuliers d'intelligence artificielle, des bots, les démultiplier pour les sponsoriser et leur faire en sorte que, bien évidemment, elles soient vues, lues à très grande échelle. 70 pays. Il n'y a pas que des démocraties, il n'y a pas 70 démocraties dans le monde, mais ça veut dire que c'est quelque chose. Il y a bien, bel et bien, en plus de tout ce que je vous ai dit, une guerre de l'information, puisqu'aujourd'hui, nous avons des acteurs extérieurs, non nationaux, qui s'invitent en quelque sorte dans nos débats publics, dans nos débats démocratiques, et qui viennent y pousser tel ou tel contenu pour affaiblir. Voilà, ça a été, on le sait, fait au Royaume-Uni au moment du Brexit, même si Boris Johnson le dément et vient encore de démentir toute influence russe au UK. Ça a été fait aux États-Unis, ça a été fait en France. On a repéré aussi beaucoup ces acteurs. Voilà, et le rapport du CAP, c'est l'INSERM, hein, c'est ça, est tout à fait édifiant et passionnant. Et dites-vous bien en plus que ce sont des militaires et des diplomates et qu'ils ont fait conjointement ce rapport. Et là, c'est la version en open source, c'est la version qui est diffusée, publique. Hein, donc ils ne peuvent pas tout dire. Ces trucs-là sont relus. Pascal le sait bien, vous le savez bien, à la ligne. On ne laisse pas passer n'importe quoi sur ces trucs-là. Bon, et donc c'est peut-être, je ne vais pas dire la moitié de la vérité, mais ça n'est pas 100% de la vérité. C'est certainement beaucoup plus grave encore que ça. Et depuis ce rapport-là, on voit maintenant, on est passé à 70 pays, etc. Donc on va vivre aussi dans un paysage de l'information encore plus compliqué. Je vous ai dit des réponses donc technologiques, des réponses qui concernent la régulation. Et on voit bien pourquoi des pays démocratiques ont besoin aujourd'hui de créer des remparts contre ça. Il y a bien évidemment des réponses éditoriales. Et je dirais que moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait un seul type de régulation qui puisse venir à bout de la crise dans laquelle nous sommes. Mais je crois qu'il faut jouer de tous les outils possibles, les expérimenter. Et alors, dans les réponses éditoriales, je vous ai parlé de l'ONA tout à l'heure. Je suis allé au même meeting, donc à l'Online News Association Forum, qui réunit donc entre 3 et 4 000 journalistes américains. Tout le monde est là, les petits, les grands, les très grands médias américains, les networks, les télés, les radios, les grands de la presse écrite, les startups, la presse locale, etc., etc. Et cette année, les Américains ne sont pas déprimés très longtemps quand même, hein, par rapport à nous, je veux dire. Et donc, les deux conférences d'ouverture qui ont structuré tous les débats, alors c'était plutôt pour une génération 35-45 ans de journalistes. Vous voyez, c'était eux qui étaient vraiment les plus nombreux, les plus investis, les plus mobilisés. C'était la lutte contre la désinformation et l'urgence climatique. Et pour eux, c'était le combat de leur génération. D'une certaine manière, ça redonnait une puissance, un imaginaire au journalisme. Il y a un engagement particulier de ces générations-là aujourd'hui dans ces deux débats-là. Et en disant finalement, ces deux sujets vont être le cœur de notre métier aujourd'hui. Lutter contre la désinformation et on sait bien qu'il y a une décennie cruciale sur l'urgence climatique et ça va être notre combat. Et une bonne partie des débats ont été des déclinaisons de ces deux thèmes-là. Soit sous un angle technologique, soit sous un angle, par exemple, dans le débat sur l'urgence climatique, ils avaient invité, je n'ai plus son nom, mais c'est une personnalité très connue aux États-Unis, c'est une femme qui a dirigé l'Agence pour l'environnement, qui a un très gros pouvoir aux États-Unis, que Trump a viré en le remplaçant par un climato-sceptique. Et cette femme expliquait, dans un pays où l'opinion reste quand même, je crois que c'est à peu près 50% des Américains qui restent climato-sceptiques. Et cette femme expliquait, elle avait très envie d'être là et de discuter avec les jeunes journalistes américains, et elle leur a dit, voilà, c'est le défi de votre génération, il vous faut trouver le moyen d'informer, mais vous êtes sur un chemin de crête. Le chemin de crête, c'est ne pas paniquer, ne pas diffuser l'inquiétude et l'angoisse générale. On n'est pas chez les collapsologues. Ne pas rester le plus proche possible des scientifiques. Rester le plus proche possible des scientifiques, du GIEC notamment.
euh, euh, trouver le moyen d'intéresser le plus grand nombre et de montrer qu'en fait, chacun, toutes les couches sociales, chacun d'entre nous peut faire quelque chose, même modeste. Bon, une fois que vous avez dit ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Sans faire de l'information bisounours, de la petite solution à la petite semaine, etc. Dire les choses sans effrayer, mais qui sont quand même parfois un peu effrayantes. Voilà. Et donc, ça a beaucoup débattu de ça. Et il a été décidé, et je vais terminer là-dessus, quelque chose auquel je crois très très fortement, qui change complètement le paysage des médias à bien des égards. Les générations précédentes ont grandi, la mienne aussi d'ailleurs, hein, dans l'idée de la concurrence, du secret des sources, bien évidemment, plus que jamais les secrets des sources, ça reste un truc très fort, mais où chaque média était concurrent de son voisin. Il y a deux événements qui ont permis de changer complètement ce paradigme-là. Le premier événement, ça a été la création d'un consortium d'investigation international, l'ICIG. Et ce consortium s'est créé pour faire de l'investigation à très grande échelle, principalement sur les questions financières. Ça a donné toute une série d'enquêtes, LuxLeaks, sur des paradis fiscaux, sur des sociétés de gestion à Singapour ou à Taïwan qui faisaient de l'optimisation, voire du secret fiscal et du détournement fiscal. Et là, quand il a fallu analyser des milliards de données, aucun média ne pouvait le faire seul. Et ils ont réussi à créer ce réseau d'investigation dans lequel aujourd'hui en France, il y a quelques médias seulement qui en sont membres. Il y a Le Monde, il y a Cache Investigation qui est une société de production qui travaille pour France Télévisions. Il y a Radio France depuis 2 ans. Je crois que c'est tout. Je crois que nous sommes 3 de mémoire. Et c'est un truc qui est un petit moment de grâce, si vous voulez, dans l'histoire des médias. Ces gens-là sont capables de partager des données cryptées pendant des mois en respectant scrupuleusement le secret du travail, le travail du voisin, et se mettre d'accord in fine sur un calendrier de publication à l'échelle mondiale. C'est un truc qui est une force de frappe inouïe. Eh bien, au dernier meeting, au dernier forum de l'ONA, plusieurs médias, dont The Nation, qui a une histoire tout à fait singulière aux États-Unis, qui s'est battu contre l'esclavage, qui est un vieux titre américain, et la Columbia Journalism School, ont pris l'initiative de lancer l'idée de création d'un réseau, alors qui n'est pas sur l'investigation cette fois, mais sur la question du climat et de l'environnement. L'idée, c'est de dire que cette affaire-là, elle est bien évidemment globale, mondiale, qu'il nous faut partager à la fois des données d'enquête, des contenus, des expertises, des datas et des formats qui marchent aussi. Savoir qu'est-ce qui, à un moment donné, attire, convainc, permet de diffuser de l'information au plus grand nombre. Et ça, c'est une donnée tout à fait nouvelle. Je crois, pour ma part, à ces nouvelles alliances. Je crois que nous avons aujourd'hui besoin, et je termine là-dessus, de nouvelles alliances dans le journalisme pour retrouver de la puissance, pour retrouver de l'impact, et que ces nouvelles alliances, c'est à la fois des médias entre eux, mais je prône aussi pour qu'on ait des alliances nouvelles, des partenariats nouveaux avec les scientifiques, avec les gens qui font des data, avec des gens qui font des algorithmes, avec des gens qui s'occupent du climat, avec des gens qui s'occupent de la santé, avec d'autres types de spécialistes. Ça ne veut pas dire que le débat est unanime, qu'il n'y a que des chercheurs qui pensent la même chose, mais ça veut dire qu'il y a du dur quand même dans la science et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi et qu'il y a des choses, parce que le doute fait partie de l'histoire de la science. L'histoire de la science, ça n'est pas une photographie, mais c'est un film, mais qu'on fait ça avec des chercheurs qui sont reconnus par leurs pairs, qui publient à l'étranger, qui ont une crédibilité, une garantie. On ne fait pas ça avec n'importe qui. Voilà, donc le temps des alliances, je crois que c'est très important. Ces alliances peuvent aussi, pourquoi pas, peut-être qu'on arrivera demain à faire des alliances avec les plateformes, avec les GAFA, à des conditions respectables. C'est tout l'enjeu des années qui viennent. On va vivre avec ces plateformes aussi. Donc il faut arriver à les mettre autour de la table, à travailler avec elles, à leur imposer des régulations très certainement, parce que ça ne sera pas de bon cœur, mais tout en gardant une capacité de dialogue et d'initiative avec eux. Voilà. Et
J'espère que je ne vous ai pas ennuyé, j'espère que je n'ai pas été trop long et j'espère surtout que je vous ai donné envie de réagir et de poser des questions. Merci Vincent. Je vais ouvrir le bal avec 2-3 questions. La première, quand tu parlais justement de conviction des journalistes, est-ce que c'est pas quelque chose qui est reproché? Et plutôt, comment faire la part des choses entre la conviction et le fait que sa propre conviction ne déborde pas sur l'information du public? À partir de quand la séparation entre le commentaire et les faits qui n'est pas toujours respectée? Et j'en viens à une deuxième question qui est liée. Tu parlais de l'alliance des journaux. Mais parfois, c'est ça qui est reproché aux médias, d'être un peu une sorte de corporatisme professionnel. Les médias ne se critiquent pas entre eux, alors que la mauvaise monnaie va atteindre la bonne monnaie. Et que nécessairement, le fait que certains médias puissent se livrer à de la manipulation eux-mêmes, à faire la désinformation volontaire ou non, est-ce que finalement, il n'y aurait pas aussi... il y a du fact-checking, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger à ce que tous les médias soient pris comme un ensemble indifférencié alors qu'il y a une distinction? Moi, j'entends par exemple, et je dis devant toi, c'est que France Info TV semble monter parce qu'il n'y a pas les débats hystérisés qu'il y a sur d'autres chaînes, et ce qui est reconnu comme différence. Donc, est-ce que le fait d'avoir une société professionnelle de corporation n'est pas quelque part quelque chose de gênant, ou fait que, du coup, les gens mettent tout le monde dans le même sac, alors qu'il ferait peut-être de temps en temps plus se distinguer de ceux qui ne font pas leur boulot. Et quand tu parlais de manipulation de l'information, notamment à propos du rapport de l'IRSEM et du CAPS, oui, il n'y a qu'à moitié les choses, mais de façon. C'est-à-dire que, par exemple, on aurait pu faire la même étude sur les manipulations de l'information des États-Unis. Quel est le pays qui a le plus d'influence en France? Est-ce que c'est la Russie ou est-ce que ce sont les États-Unis? Je ne parle même pas le jour où il y a un rapport sur Israël et l'information. Là, toute la maison va sauter. Mais donc, il y a quand même... on voit bien qu'il y a des sujets qui sont plus évidents que d'autres. Et quelque part, c'est sûr que la Russie fait de la manipulation, mais c'est loin d'être le seul pays à le faire. Et les autres sont moins visés. Donc là aussi, il y a une sorte de culture occidentale qui n'est pas toujours remise en cause par, je dirais, entre-soi sociologique ou politique des journalistes. Alors tes questions sont tout à fait liées. Elles me permettent de dire une chose. Une première chose. D'abord, je crois que les journalistes ont besoin de balayer devant leur porte. Je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent que la profession la corporation doivent être défendue collectivement. Pour ma part, par exemple, je n'étais pas du tout hostile à une autorité de déontologie. C'est très difficile à mettre en place. Mais par exemple, en Allemagne, elle existe. Il y a eu un projet de le faire en France. La plupart des médias s'y sont opposés, pour de bonnes et parfois pour de très mauvaises raisons. C'est-à-dire que bien évidemment, il y avait plein de questions que suscitait cette création d'une autorité pareille, c'est-à-dire est-ce que l'État est dedans ou pas, s'il y a l'État, c'est pas extraordinaire, s'il y a que la profession, comment ça marche, quelle est la part faite aux citoyens, mais dans ce cas-là, les associations qui s'intéressent aux médias sont pour certaines excellentes, pour d'autres assez détestables, avec beaucoup de biais idéologiques et politiques. Donc voilà, cette chose-là ne s'est pas faite. Mais je crois à la critique des médias. Je crois que la critique des médias est absolument nécessaire. C'est même le sel de la démocratie. Il faut absolument... Personne n'est au-dessus du débat démocratique. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le journalisme. Donc l'idée n'est pas de mettre une sorte de chape de plomb sur des pratiques. Il y a des conflits d'intérêts dans la profession. Il n'y a pas plus de moralité qu'ailleurs. Il y a des sujets éthiques qui posent parfois problème. Il y a la question des ménages. Il y a différents sujets. Voilà, chaque rédaction peut y mettre une charte, des règles, etc. Nous sommes bien évidemment extrêmement vigilants sur ces sujets-là dans le service public, mais pas seulement. Je sais qu'au Monde, ces choses-là aussi sont très regardées, à juste titre, et que ça, bien évidemment, la question de l'éthique, la question des rapports avec les intérêts privés, toutes ces choses-là sont extrêmement importantes. Ensuite, il y a des choses qui nous échappent. Nous avons tous des biais.
Est-ce que les journalistes n'ont pas des biais? Est-ce qu'on peut faire en sorte de ne jamais en avoir? Difficile. Pas plus que les experts. Alors d'abord, il faut le savoir. Ensuite, il faut s'intéresser au fond du sujet. Ensuite, il y a des règles quand même. Il y a des règles d'analyse scientifique, il y a des règles journalistiques, il y a des règles qui nous permettent de voir si on approche quand même la réalité ou non. Et puis, chaque rédaction, en fonction de son identité éditoriale, doit aussi travailler sur sa pratique du journalisme et de savoir qu'est-ce qu'elle y défend. Dans un média de service public comme France Info, donc moi, en fait, je fais une petite précision par rapport à ce que vous a dit Pascal tout à l'heure. Je suis salarié de Radio France, je suis le directeur de France Info Radio France. La singularité de France Info, c'est que nous sommes engagés maintenant dans un projet depuis 4 ans avec France Télévisions et que cette marque, nous l'avons en partage, Radio France et France Télévisions. Donc la radio, elle appartient bien à Radio France. Nous avons construit un site commun que nous avons rassemblé avec 2 sites existants avec France Télévisions qui portent la même marque unique France Info, qui est aujourd'hui le premier site d'information en France ou le deuxième selon les vagues et le premier sur le mobile depuis près d'1 an. Donc la première source d'information pour le mobile, c'est important parce que ça touche bien évidemment d'abord les jeunes générations. Et puis une jeune chaîne de télé que tu as évoquée, Pascal, qui est dite Canal 27, qui est au 27 Emerand sur la TNT, qui est opérée par France Télévisions, mais sur laquelle les équipes de Radio France font à peu près 3 heures de programme par jour, en double distribution, radio et télé. Pardon, c'est un peu compliqué, mais ça permet de vous dire, de cartographier un peu ce qu'est France Info aujourd'hui, et qui a vocation, bien évidemment, à être poussé dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel public, puisque on peut penser que demain, il y aura des choses plus structurées. Aujourd'hui, on a fait ça sur un mode projet, qui était la volonté de 2 présidents de créer un média d'information chaude, de service public avec une puissance de feu forte. Ça a déjà donné d'ailleurs de très bons résultats. C'était une intuition tout à fait géniale. Maintenant, on a encore beaucoup sous le pied. On peut encore aller plus loin en termes de rassemblement de l'audiovisuel public en matière d'information. Mais je reviens sur ce point pour vous dire que nous avons essayé à France Info, en parlant très modestement et sans dire que nous sommes les plus beaux et les meilleurs, mais nous avons créé, par exemple, il y a 4 ans, une agence interne. C'est-à-dire qu'il y a une agence France Info qui est un outil interne de veille et de vérification, de certification de l'information. Ça veut dire pas de conditionnel sur notre antenne. Ça veut dire qu'on ne reprend pas les informations qui sortent de Mediapart, de Libération, du Monde, etc. si nous n'avons pas une confirmation, des sources à nous qui nous confirment telle ou telle information. C'est exigeant parce que parfois on dit tout le monde donne ce truc, pourquoi vous ne le donnez pas? On ne le donne pas parce qu'on est en train de le vérifier et qu'on préfère perdre du temps. On n'est pas dans une course où il faut être toujours le premier sur tous les sujets. Et on préfère, alors sauf bien évidemment, s'il y a des sources en on, c'est-à-dire des gens qui parlent, ouvrez les guillemets, qu'on peut vérifier, qu'on peut appeler, oui, j'ai bien dit ça, ah bon, ok, d'accord, ou des documents qui sont produits par le Canard, par Mediapart, par Le Monde, etc. On fait nous-mêmes de l'investigation, on a une cellule d'investigation, voilà, donc on a toute une série de règles internes, je vous en donne juste quelques-unes, qui nous permettent de faire attention. Je suis obligé d'apporter un bémol en raison de l'actualité récente. Malheureusement, ça ne nous a pas complètement protégés dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Si le sujet vous intéresse, j'y reviendrai pour vous expliquer ce qui s'est passé. C'est un cas de figure très intéressant pour nous et qui a beaucoup traumatisé la rédaction. Mais donc, on a tout un tas de règles, et dans ces règles, il y a l'idée qui est au cœur de la ligne éditoriale de France Info, de l'impartialité. L'impartialité, on n'y arrive jamais à 100%, mais on doit l'approcher, et ça doit être une tentative permanente, une obsession permanente. Ça veut dire des faits vérifiés, certifiés, et du débat contradictoire. Donc, il y a un plan social dans une entreprise, on entend les syndicats, mais on entend aussi les patrons. Et on entend les salariés. Et on fait du reportage. Bref, on va tourner de façon à avoir le plus de sources possible et à créer du débat contradictoire, libre à l'auditeur ou à l'internaute ou au téléspectateur de se construire lui-même son point de vue. Alors, je ne dis pas que c'est impeccable, je ne dis pas que ça marche à tous les coups. C'est bien évidemment des choses qui sont fragiles, d'autant plus que tu vas me dire par exemple, j'ai écouté à 8h15 France Info ce matin, j'ai entendu le patron de telle entreprise, c'est incroyable, on n'a même pas entendu les salariés ou les syndicats.
Eh ben, je veux dire, oui, mais c'est parce qu'à 7h40, il y avait les salariés ou les syndicats. Et donc, bien évidemment, on ne le fait pas. Voilà. Mais l'importance, on le vérifie, ça, on le dit d'ailleurs, on le fait dire à l'antenne de façon très spécifique parce que ça dit quelque chose à l'auditeur. On dit, ben voilà, vous venez d'entendre les deux dirigeants de l'entreprise Lubrizol de Rouen. Vous avez entendu ce matin les syndicats ou la population, ou dans une heure, vous entendrez un tel, etc. Pour bien montrer que précisément, nous faisons du débat contradictoire et que nous allons chercher des faits, des points de vue. Voilà, ça n'empêche pas, bien évidemment, ça n'est pas 50-50, hein, mais dans la façon dont on interroge, dont on relance, dont on fait ce travail de préparation, dont on fait du journalisme, en fait. Hein, voilà, ça doit donner. Voilà, et dernier point, par exemple, dans les règles que nous sommes données, c'est un truc qui n'est pas fait. Je le dis d'autant plus que je suis devant un public jeune. On a demandé aux journalistes de France Info d'avoir une neutralité sur Twitter. C'est-à-dire, dès lors qu'ils portent le dossard de France Info, pas d'opinion personnelle sur Twitter. On a beaucoup bataillé avec les plus jeunes qui nous ont dit non mais c'est pas possible parce que mon fil Twitter c'est une part de mon identité. C'est une part de... J'y défends des convictions personnelles, j'ai des combats militants, j'ai des choses que je veux dire, etc., etc. On a dit mais oui mais il y a un moment donné où ça va être compliqué. Et donc, on essaye de leur expliquer pourquoi, à un moment donné, s'ils sont perçus comme des militants sur tel ou tel sujet, ça va être difficile ensuite de leur donner... je fais un exemple tout simple. Vous êtes... on en a beaucoup, et chacun peut l'être. Bien évidemment, c'est une liberté totale de conviction sur ce sujet-là. Mais, par exemple, sur la PMA, si vous affichez un parti pris sur la PMA dans un sens ou dans un autre sur votre fil Twitter... vous allez avoir beaucoup de mal à pouvoir faire un journal ou un reportage où vous allez parler de la PMA. Parce que là, vous allez être suspect. Donc, il y a tout des choses nouvelles, y compris à régler. Et même avec cette jeune génération qui nous dit, mais nous, c'est la projection de mon moi, de ce que je suis sur Twitter, sur le numérique. Bah oui, mais quand on fait du journalisme, c'est un truc compliqué. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce que tu voulais dire, mais dans d'autres questions. Mais bien sûr qu'il y a des partis pris, l'entre-soi, etc. En tout cas, la lutte contre l'entre-soi est importante. Et un dernier mot sur la question des alliances. Tu n'es pas obligé de t'allier avec tout le monde. Tu choisis avec qui tu veux t'allier, avec qui tu partages des valeurs. Avec CNews et LCI, nous ne partageons pas de valeurs. Ces deux chaînes-là, et c'est de plus en plus évident maintenant, ont choisi de manger dans la gamelle populiste. Elles le font avec une outrance de débat, avec une complaisance qui abîme le débat public, sans aucune éthique éditoriale. C'est des choses qu'on ne suivrons pas, nous ne travaillerons pas ensemble sur des sujets de déontologie, de pratique journalistique ou autre, ou même d'enquête. Ok, la parole est aux étudiants. Il y a un micro où vous parlez fort. Il y a beaucoup de mains qui se lèvent déjà. Autant jouer à proximité on prend du plusieurs micro. questions peut-être à la fois ou... Comme tu veux. Qu'est-ce que tu préfères? Peut-être prendre plusieurs questions, comme ça permet à plusieurs de s'exprimer. Il y a peut-être des questions qui se recouperont. Oui, d'accord, ok. On va prendre 3 ou 4 questions et ensuite Vincent répondra. Alors, je vais essayer de vous faire une question courte. Je suis étudiante en géopo. Oui. Et je suis journaliste à France Télévisions. Très bien. Voilà. Super. Et j'ai une question, je rebondis justement sur le journalisme militant, parce qu'on a recruté il y a peu de temps quelqu'un qui est très populaire auprès des jeunes, qui est Hugo Clément, et qui s'affiche comme étant un journaliste militant. Et parce que c'est très tendance sur les réseaux sociaux, parce qu'il semblerait que sur les plateformes YouTube, ce soit une parole qui soit plus entendue du jeune public que nous n'arrivons pas à conquérir aujourd'hui, que d'autres paroles de spécialistes notamment, puisqu'on parlait de la confiance tout à l'heure. On dirait que les gens ont plus tendance à faire confiance à un journaliste militant aujourd'hui qu'un spécialiste. Quel est votre point de vue par rapport à ça, et est-ce que c'est le bon biais? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un bon biais pour acquérir à nouveau la confiance des gens? Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de déontologie et des réseaux sociaux et de régulation. Ça me fait penser à Facebook qui a annoncé vouloir mettre en place une commission indépendante d'éthique sur les propos qui sont tenus. Est-ce que vous pensez que ça peut être une bonne solution de régulation? Et est-ce que c'est compatible avec la liberté d'expression, dans la mesure où, par exemple, Facebook est souvent accusé d'être très accommodante envers les propos des démocrates et de censurer systématiquement tout ce qui concerne plutôt l'extrême droite? Voilà, merci. Bonsoir. Je voudrais savoir si l'information n'est pas aussi victime des liens capitalistiques. C'est-à-dire que les chaînes d'infos, les médias, même Le Monde, qui était reconnu aujourd'hui, appartient à des groupes... il y a des actionnaires derrière et il y a un lien forcément entre les deux.
se souvient de TF1 et de Bouygues Télécom le jour où ils ont été créés, c'était devenu de la pub en fait. Donc je veux savoir s'il n'y a pas des choses à gérer là. Une dernière question et puis après on prendra un second round. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir parlé de déontologie déjà, parce qu'en tant qu'ancienne journaliste, je peux mesurer l'écart qu'il y a entre la déontologie il y a 20 ans et celle d'aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité, en fait, un petit peu des médias dans le fait de vouloir tout dénoncer aujourd'hui au nom du droit à l'information, qui crée finalement un sentiment anxiogène et de l'impression que tout le monde ment à tout le monde? Merci. Voilà un premier round de questions. Tu peux les... Je pense qu'elles sont un peu différentes. Bon, tu vas les prendre. Alors, Hugo Clément. Hugo Clément, c'est un garçon évidemment sympathique, mais qui n'est pas journaliste. C'est un YouTuber. Il s'est construit une communauté très forte. Et on voit bien, c'est d'ailleurs assez intéressant, qu'un média comme France Télévisions aille le chercher. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une vraie difficulté, je dis nous, les médias traditionnels, particulièrement la télévision d'ailleurs, pour toucher les jeunes. Le téléspectateur moyen de France Télévisions, il a plus de 60 ans. Donc on est tous assez déstabilisés par le fait que les jeunes générations lâchent les médias traditionnels, ne regardent plus la télévision, écoutent de moins en moins la radio, s'informent exclusivement sur le numérique et les réseaux sociaux. Et donc ils sont allés clairement, je ne les blâme pas du tout, nous aurions peut-être pu faire la même chose. Pas à France Info, mais sur une autre antenne, pourquoi pas, mais aller chercher quelqu'un qui est emblématique, qui a une vraie communauté et qui défend un certain nombre de sujets. J'avais monté un déjeuner un jour avec plusieurs youtubeurs ou des gens qui ont une jeune génération qui a, je pense à Rémi Buzine de Brut, voilà, des gens comme ça qui ont Jean Massier d'Acropolis, des gens qui ont des communautés, etc. Et j'aurais dit, mais vous les finissez comme journalistes? Et ils m'ont dit, ah non, nous on est liveurs, voilà, mais vous faites du journalisme? Ah oui, on fait souvent du journalisme, mais on n'a pas du tout envie d'avoir l'étiquette journaliste. Donc voilà, il y a de nouveaux acteurs du débat public qui apparaissent. Il y a des choses formidables sur YouTube. Hein. Pardon? Il y a aussi des journalistes, vous voulez dire? Oui. Est-ce qu'il l'est? Oui. Oui. Il a fait Sciences Po, c'est ça? Il a fait Sciences Po, je crois. D'accord, ok. Pour moi, c'est quelqu'un qui a développé un média personnel qui n'est pas soumis aux règles du journalisme tel que nous l'entendons. Donc il a sa liberté, ça vaut ce que ça vaut, c'est plutôt un gars bien. Il y a un autre champ d'expression, ça fait partie de la liberté d'expression, du débat public. Il a inventé des formats, un ton, une façon de s'adresser aux gens. Il a décrypté, puisque voilà, c'est un certain nombre de choses. Il s'est fait une place. Voilà, c'est quand même à côté du journalisme pour moi. Alors ensuite, il y avait une question sur Facebook et sur la liberté d'expression. Honnêtement, c'est une bonne question et c'est un sujet qui est très fort aux États-Unis. Il y a le free speech. Hein. On n'a pas les mêmes... vous voyez, vous vous souvenez par exemple du débat sur Charlie Hebdo où l'extrême droite aux États-Unis, par exemple, a une liberté de publication, d'expression qu'elle n'aurait pas en France, parce qu'en France, on ne touche pas à un certain nombre de choses, parce qu'on essaye d'avoir un débat public civilisé. Donc le négationnisme, la haine, l'atteinte sur la sexualité, etc., etc. Tout un tas de choses qui sont protégées, qui sont pénalement répréhensibles pour protéger la qualité du débat public. C'est une vision très européenne du sujet. Bon, est-ce que la difficulté, si vous voulez, c'est que on a beaucoup discuté, nous, dans les rédactions, sur qu'est-ce qu'il fallait demander aux plateformes. Est-ce qu'on demande aux plateformes... Il y a une tentation à un moment donné, ce qui était de dire, on leur fiche des amendes monstrueuses quand ils diffusent et ils viralisent des saloperies. Bon. Mais on se dit, au fond, c'est un peu dangereux, parce que ça veut dire qu'ils vont être leurs propres censeurs. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est-à-dire qu'on rentre dans une logique où, tiens, ils vont peut-être retirer notre contenu à nous, au nom de quoi? Ça va être complètement... Déjà, c'est une boîte noire, mais là, on rentre dans un truc... on n'en a pas fini avec ça, parce que se heurtent des visions culturelles très différentes entre les Américains et les Européens. Par exemple, même en Europe, voilà, il reste des fractures et des clivages sur ces sujets-là. En tout cas, je pense que Facebook peut faire beaucoup de choses pour éviter d'enfermer les gens dans des bulles cognitives et des bulles affectives, pour empêcher de viraliser des contenus totalement toxiques, pour donner une transparence, de traçabilité sur ces contenus-là, de voir qui paye pour les diffuser. Ça, je pense qu'il y a ces plateformes-là peuvent être soumises quand même à un certain nombre de contraintes qui seraient quand même très utiles aujourd'hui pour la qualité du débat public. On n'est pas liberticide quand on prend ces mesures-là, je crois, vraiment. Alors, est-ce que les milliardaires posent problème à la presse ? Vous avez cité le cas du Monde. Il se trouve que j'y ai passé quelques années, que j'y ai été pendant un temps directeur délégué des rédactions, et que j'ai eu donc comme actionnaires Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse, que je voyais assez régulièrement, plus ou moins régulièrement. Est-ce que ces trois-là, pendant le moment où j'ai été aux responsabilités, ont influencé d'une manière ou d'une autre, même petitement, sur la ligne éditoriale ? Jamais. Jamais. Je sais que ça paraît difficile à croire. Hein. Jamais. Est-ce que je me souviens d'une lettre que nous avions reçue avec Nathalie Noguered de Pierre Berger qui s'en prenait à la hiérarchie de l'information d'une une du journal, qui avait fait une place en une assez grande aux violations des droits de l'homme au Maroc. Et Pierre Berger nous avait écrit en disant « Vous êtes totalement irresponsable, à force d'attaquer le roi, vous faites le jeu des islamistes ». En gros, je caricature un peu. La rédaction n'a pas été informée de ce courrier. Les gens qui travaillaient sur le Maroc n'ont pas été informés, n'ont pas à l'aide. C'est à la direction d'assumer cette responsabilité-là, de faire une jolie réponse à Pierre Berger avec tous les égards que nous pouvions lui devoir, mais avec en leur rappelant le rôle de chacun et la muraille de Chine qui sépare l'actionnariat de notre liberté souveraine éditoriale. Bon. Et ça, alors, est-ce que ça vaut dans tous les cas de figure ? Je reste prudent. Est-ce que c'est une bonne chose que ce soit les milliardaires qui rachètent les journaux ? Non. J'ai remarqué quand même que le fait qu'il y ait 3 actionnaires est sans doute mieux que s'il n'y en a qu'un. Quand vous en avez 3, si l'un est mécontent de tel ou tel sujet, les 2 autres peuvent lui dire voilà, ils vont pas abîmer l'actif, ils vont pas rayer la Mercedes, si je puis m'exprimer un peu trivialement. Et donc, voilà, je dis là-dessus, j'ai une position modérée parce que je ne partage pas le point de vue qui considérerait que c'est le déterminisme absolu et que les journaux étant dans la main des milliardaires, les journalistes écrivent ce que ont les milliardaires dans la tête. Est-ce qu'il y a de l'autocensure ? C'est possible. C'est possible. Enfin, j'ai vu quand même des papiers sur Xavier Niel dans Le Monde, franchement, qui étaient sans complaisance, sans connivence et qui étaient professionnels. Est-ce que... voilà, et Le Monde s'est quand même beaucoup aussi battu à toute une série de statuts. On l'a vu récemment dans l'affaire Kretinsky. Bon, est-ce que sur d'autres médias, ça joue aussi ? Vous avez peut-être vu récemment que Jeff Bezos vient de perdre un appel d'offres très important avec le Pentagone qui concernait le cloud. Je crois que c'était un contrat de 10 milliards de dollars, donc c'était quand même une petite affaire, parce que le président Trump a décidé que le patron du Washington Post n'était pas un de ses amis et que par conséquent, il n'aurait pas les contrats publics. Bon, aux États-Unis, ça peut se faire. Je ne sais pas s'il peut attaquer légalement cette décision-là et la justification qui peut être habillée d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas sûr que Jeff Bezos, mais bon, c'est un sujet que je connais moins, soit l'auteur de la ligne éditoriale du journal. Je crois qu'aujourd'hui, les rédactions sont capables, en tout cas, de s'organiser, de peser, mais parfois dans un déséquilibre.
Hein, on est bien d'accord, la presse écrite va très très mal. Et s'il n'y a pas les actionnaires qui ont les reins solides, c'est très très difficile de maintenir des niveaux de rédaction en nombre de journalistes, en moyens pour travailler, etc. Donc il y a un problème économique, de modèle économique, comme je vous l'ai dit au début, qui est quand même posé aux médias privés, à la presse écrite en particulier. Il y avait une question sur la nature, en fait, aussi anxiogène de l'actualité, du traitement. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des médias, disiez-vous, sur le fait que les gens prennent leurs distances avec leurs médias? Je crois que c'est juste. Je crois que c'est difficile de quantifier ça. Je crois que dans ce qui remonte des études, il y a un sentiment de négativité des médias. Il est difficile à traiter ce truc-là. Hein. Vous savez, certains ont développé un journaliste de solution plus positif, etc., etc. On ne peut pas, comme une antenne sur France Info, faire qu'un truc de journalisme de solution et de positif où on résout les problèmes des gens. Ça serait génial. Mais c'est quand même particulier. L'information, ça n'est pas ça. Donc comment, en revanche, on a une responsabilité dans... c'est de la mécanique, hein. Par exemple, la mécanique d'antenne. Comment ne pas matraquer, comment ne pas être trop anxiogène, doser le type de sujet. Même dans une chaîne d'information en continu, il y a des choses qu'on peut faire là-dessus. Mais c'est sans doute un sujet de réflexion majeur aujourd'hui pour le journalisme, la question le ressenti par le public d'une négativité des médias. On n'a pas envie de se brancher sur un média si on prend que des trucs négatifs sur la tête, quoi. Donc ça, c'est quand même une réflexion, y compris pour une chaîne d'information dont la vocation est quand même d'annoncer des nouvelles qui ne sont pas extraordinaires, quoi, hein. Donc comment on fait, comment on dose ces types d'informations, comment on fait attention de ne pas matraquer l'information. Vous voyez, je fais partie de ceux qui ont été auditionnés par le CSA après la crise des Gilets jaunes, comme les autres chaînes d'information en continu. Et Schrammeck, qui était le patron du CSA à l'époque, Olivier Schrammeck, avait répertorié une série de cas qui étaient, selon lui, et souvent à juste titre, jugés problématiques. Je vous en donne juste un qui donne cette idée de négativité aussi et de répétition de négativité. C'était pendant la couverture des Gilets jaunes. Et il y avait donc un écran de télévision avec écrit direct, en gros, sur une chaîne que vous pouvez imaginer aisément. Et l'écran était coupé en 4. Et n'était en direct que, en l'occurrence, la présentatrice qui était sur le plateau. Les 3 autres écrans qui étaient dans ce split screen sur la télévision, c'était des boucles de scènes avec des voitures en flammes, des agressions caractérisées, etc., qui tournaient en boucle. Et donc, vous mettez le direct, en gros, vous êtes la chaîne du direct, et en fait, vous avez les 3/4 de votre écran qui ne font que répéter des choses qui se sont passées dans la journée et qui ont déjà plusieurs heures derrière elles. Ça, il y a une problématique pour les chaînes d'info. Comment on régule ça? Pas évident. Mais en tout cas, là, on voit bien qu'il y a une question de ligne éditoriale. Et il y a des chaînes d'information, il y a des médias qui ajoutent clairement de l'essence, qui jettent clairement de l'essence dans le feu. On va prendre des questions par ici. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur Twitter et sur le fait que vous avez demandé à vos journalistes d'être neutres sur Twitter. Est-ce que justement, ça ne serait pas risqué, alors que si on a des journalistes qui affichent ouvertement leur opinion, on peut voir sur quel biais ils pourraient avoir justement quand ils font un reportage. Ce ne serait pas justement risqué de le fait de les pousser à être neutres sur Twitter, alors qu'il pourrait y avoir un biais sur justement leur analyse, et justement que ça serait quelque chose qui ne se verrait pas directement et qui pourrait après amener de la défiance. Bonsoir. Moi, je voudrais que vous vous exprimiez un petit peu comme vous nous l'aviez proposé sur l'affaire de Ligonnès, qui a été... Je ne vais pas passer un bon moment, mais il faut que je le fasse. Mais il faut le faire. Et justement, à la lumière de peut-être ce que vous allez nous apporter, une expression personnelle qui me vient. Vous avez dit qu'aujourd'hui, on est confronté à une crise de l'information. J'ai été personnellement très surpris que les chaînes, les médias, quels qu'ils soient, n'aient pas fait de mea culpa, justement, à la suite de cette affaire. Et même, pour certains, ont eu une réponse assez condescendante vis-à-vis des autorités écossaises en disant que c'était une erreur de leur part, etc. Donc je suis très surpris, à l'heure d'aujourd'hui, dans cette crise de l'information, que les chaînes n'aient pas fait ce mea culpa qui peut-être pourrait faire partie du travail de regagner la confiance justement envers ces derniers.
Alors, pour que votre information soit complète, c'est justement en entendant Vincent sur France Info s'expliquer sur l'affaire Xavier de Bourg-Ligonnès et dire qu'est-ce qui avait mal été, etc., que j'ai dit, tiens, ça, c'est un bon sujet de venir s'expliquer parce que moi, j'ai entendu en direct le mea culpa de Vincent sur cette affaire qui venait devant les auditeurs dire comment les choses s'étaient passées et assumer ses responsabilités par rapport à dysfonctionnement. Parce que la confiance, ça se gagne aussi, je crois, quand on reconnaît ses erreurs. Ah, totalement. Et que personne, une fois encore, que ce soit un journaliste ou un expert, tout le monde peut se tromper. La différence, c'est ceux qui ont l'intégrité, l'honnêteté et le courage de reconnaître ses erreurs et ceux qui ne le font jamais et qui, du coup, maintiennent un halo qui est plus douteux. Une autre question, puis après je réponds, voilà. Parce que je pense qu'on va passer un peu de temps sur Xavier Dupont-Ligonnès. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, merci pour votre intervention, c'est vraiment très intéressant. Moi, je voulais rebondir sur la question de ma camarade, d'ailleurs, de promo, pour parler de la définition du journaliste, justement, parce que vous avez parlé de Rémi Buzine, par exemple, qui, pour le coup, n'a pas fait d'école de journalisme, et qui se revendique journaliste, qui a une carte, d'ailleurs, professionnelle de journalisme, et qui, pour beaucoup, est considéré comme un journaliste, et qui, clairement, a inventé un format avec ces lives qui durent des heures, notamment pendant la mobilisation des Gilets jaunes, et qui a d'ailleurs souvent gagné malgré lui, mais l'amour des manifestants, parce qu'ils avaient l'impression de voir à travers sa caméra ce qu'eux ne voyaient pas le soir dans les journaux télévisés. Pardon. Et notamment sur la thématique de la répression policière. Et du coup, pour vous, quel regard vous portez là-dessus et quelle est pour vous la définition du journalisme, tout simplement? Alors, je vais commencer par cette question-là. D'abord, j'aime bien Rémi Buzine. C'est pas seulement un type sympa, c'est un type, comme vous dites, qui a inventé un format, qui a inventé quelque chose, fait quelque chose de neuf, qui est intéressant. Qui est des lives qui durent effectivement très longtemps. J'ai été, au moment de la crise des Gilets jaunes, on s'est dit que c'était très important de sortir des rédactions et d'aller dans le débat public, y compris si c'était tendu. Et donc je suis allé à Toulouse, on a organisé un débat à Toulouse, qui est une ville dans laquelle il y a une tradition militante très forte, d'extrême gauche, et où les Gilets jaunes, par ailleurs, étaient aussi très présents. Et donc, on a dit sur notre antenne, demain soir, on sera à 18h à tel endroit. Et on a fait ça à Toulouse, il y a une université dans laquelle il y a aussi l'école de journalisme. Donc, il y avait aussi des étudiants journalistes qui sont venus. Et on a dû ça nous a été imposé par la préfecture. C'était le moment où c'était encore assez chaud, avec service de sécurité à l'entrée de la salle. Et les gens étaient fouillés, parce qu'ils nous ont beaucoup reproché. Et on peut le comprendre, c'est pas agréable. On dit débat public, libre, venez nous voir. Et puis boum, vous tombez sur un service d'ordre qui vous fouille, vous fait ouvrir les sacs et tout. Bon, c'est pas hyper plaisant, mais on n'a pas eu le choix. Bon. Dans la salle, elle était un peu plus grande qu'ici. Il y avait 250 personnes. Et il y avait une vingtaine de personnes avec le gilet jaune. Et l'une des personnes m'a dit moi, j'ai pas confiance en vous, parce que moi, je fais confiance en Rémi Buzine, parce que lui, au moins, il ment pas. Ça dure des heures, mais c'est du live. Et le live ne ment pas. Et j'ai essayé de lui expliquer pourquoi, à mon avis, le live pouvait mentir. Honnêtement, j'ai perdu. D'ailleurs, ça ne s'est pas bien passé. La personne, le monsieur, s'est levé, il a voulu quitter la pièce. Voilà. C'était une séance extrêmement intense. On a été pris à partie de façon très virulente. Il y a des gens qui ont pleuré. Il y a eu des voilà. Et moi, j'étais venu avec une reporter, la fille qui dirige l'agence de France Info, les gens de bleu qui étaient sur le terrain, donc qui avaient couvert les manifestations, etc. Mais c'était vraiment intéressant. Je pense que c'est tout à fait indispensable. Les sentiments parfois décopés un peu à la petite cuillère. Ce n'est qu'une salle, ça n'est que 250 ou 300 personnes. Mais j'étais vendredi soir à Thionville où j'ai fait la même chose. Je suis devant vous aujourd'hui. Je considère que ça fait vraiment partie de mon boulot. Et j'incite beaucoup les journalistes de France Info, à mesure de leur temps disponible, mais à venir s'expliquer, à faire de l'éducation aux médias, à raconter comment ils travaillent. Il y a une très grande méconnaissance du travail du journaliste. Et la personne qui me vantait le travail de Rémi Buzine me disait est-ce que vous faites du reportage? Ouais, mais en fait, vous bricolez, vous allez remonter, vous allez couper, vous allez censurer. Et je lui ai dit, je vais essayer de vous expliquer un truc, monsieur, je vais vous expliquer. C'est aussi une définition du journalisme. Qu'est-ce que c'est que le journalisme? Eh bien, c'est d'aller sur le terrain. C'est le premier, le plus beau, la plus belle
application du journalisme, c'est le reportage. Et le reportage, c'est d'aller sur le terrain, mais quand vous faites du direct, vous voyez pas ce qu'il y a derrière, vous voyez pas sur le côté, vous êtes juste devant la scène. Ben, quand vous faites du reportage, vous avez un spectre 360. Et puis vous allez avoir le temps. Et puis vous allez contextualiser. Et puis vous allez construire un récit qui vous paraît le plus proche de la vérité, de façon à ce que les gens puissent comprendre ce qui s'est passé. Il était 16 heures, les gens sont arrivés, ils étaient comme ça, et puis après il y avait des policiers à tel endroit, etc., etc. Et puis on entend un tel, et puis on entend une autre personne, et puis on entend un policier éventuellement. Et puis voilà, on va construire quelque chose avec un angle. Le journaliste, c'est d'abord un angle, mais qui n'est pas nécessairement un angle de parti pris, qui est un angle qui construit un récit. On dit quelque chose. Et ça, il y a des méthodes, il y a des règles, c'est pas un hasard s'il y a des écoles de journalisme, il y a une pratique, on apprend à construire ça. Et c'est tout à fait complémentaire, ou le direct peut être complémentaire. Je ne méprise pas du tout le format qu'a inventé Rémi Buzine. Ça m'a intéressé aussi, j'en ai regardé. J'ai vu d'ailleurs que RT... la chaîne russe vantait aussi le direct, le live, pour dire non, on ne vous ment pas comme les médias français. Mais vous voyez, j'ai expliqué aussi que le journaliste, c'est une méthode, c'est une façon de regarder les choses, c'est du terrain, c'est du champ, du contre-champ, c'est une capacité à dire qui parle aussi, à savoir qui parle, et à pouvoir donner le maximum d'informations dans un temps qui peut parfois être assez court, de 2-3 minutes. Voilà, donc c'est un format qui permet de diffuser de l'information le plus grand nombre. Donc je ne l'oppose pas, mais je dis que c'est pas la même chose, c'est pas soumis aux mêmes règles. Et bien évidemment, le journalisme apporte une dimension particulière. Je vais finir par Dupont de Ligonnès après. Il y avait une autre question sur Twitter. Est-ce qu'il y a un risque en demandant de tromperie sur la marchandise, en demandant aux journalistes de s'abstenir sur Twitter? Bon, Twitter, d'ailleurs certains en ont fait l'amère expérience au moment de l'affaire du LOL. Twitter a une mémoire. Et donc on peut aller rechercher les tweets que vous avez faits il y a 10 ans, 8 ans, 7 ans, et dire, etc. etc. Personne n'est sans doute à l'abri d'un truc qui peut être interprété parce que remonté de telle manière dans un autre contexte, on vous fait croire que vous avez été pour, contre, etc. Bon, et que vous avez fait un truc qui est plus bien compris à l'époque, etc. Bon, après, voilà, bon, l'affaire de la Ligue du LOL, c'est une parenthèse particulière parce que là, il y a eu un effet de meute avec des choses qui étaient pas bien du tout. Moi, je crois que c'est important. Vous voyez, j'en ai encore vu ce week-end des journalistes de France Info qui se sont lâchés sur tel ou tel sujet. C'était pas bien grave. C'était pas extrêmement problématique. Mais ça m'a gêné. Ça m'a gêné. Et je leur ai dit, et on leur dit de façon très régulière, vous portez un dossard d'un média de service public, il y a un devoir. Il y a un devoir d'exemplarité. Vous pouvez tout à fait avoir votre point de vue. Chacun d'entre nous en a un. On ne vote pas de la même manière. Il y a une diversité. Il faut d'ailleurs que les rédactions respirent le même air que la population, tant qu'à faire. C'est pas toujours le cas. C'est aussi un sujet sur lequel on a à progresser. Qu'il y ait une diversité sociale, culturelle, de mixité qui est très présente. C'est la mixité qui me fait penser, mais la BBC, par exemple, a fait tout un travail ces dernières années où ils ont conçu des outils pour... alors en dehors de certaines choses qui avec une typologie qui était un peu particulière, mais qui monitoraient le nombre d'hommes et de femmes qui s'exprimaient à l'antenne. Et comment, grâce à ça, ils ont réussi à changer les choses. Bon, nous, par exemple, on est très vigilants sur... je suis un peu loin de votre sujet, mais je me suis laissé emporter, donc je vais y aller. Nous, on invite entre 30 à 40 personnes sur une antenne radio comme France Info, par jour. C'est énorme. Dans lequel il y a des experts, mais pas seulement. Il peut y avoir Pascal, mais pas seulement. Il y a des gens qui font l'actualité, un fait divers, un sportif, un avocat, qu'importe. Et puis des hommes politiques. Et puis des gens qui font du débat d'opinion, du débat public, des gens qui peuvent être acteurs du débat public, comme dans une émission qui s'appelle Les Informés en radio et en télé, par exemple. Bon, sur cette émission, d'abord,
On fait très attention à la question de la diversité, plus exactement à la mixité, qui n'est pas une diversité. Les femmes, c'est la moitié du genre humain, et les hommes, c'est l'autre moitié. Et donc ça, c'est des choses qu'on monitore de plus en plus, qu'on ne faisait pas avant, enfin que les médias faisaient très peu avant. Vous voyez, je crois que c'est le New York Times qui fait ça maintenant. Ils se sont rendus compte que dans les pages sur la longue durée, sur la très longue durée historique, que la part des hommes dans les pages nécro, dans les nécrologies, était ultra dominante. C'est-à-dire que les femmes qui avaient fait des choses dans les sciences, elles pouvaient disparaître, ni vues ni connues. Dans l'arbitrage qui était fait, c'était des mecs. Et du coup, ils ont commencé à publier toute une série de nécros, même de gens qui sont morts il y a 50 ans, il y a 90 ans, il y a 100 ans, etc., de femmes, pour les réhabiliter dans ce qu'elles avaient apporté dans l'histoire, dans leur histoire personnelle. C'est un projet absolument magnifique, formidable. J'adorerais avoir une idée pareille. Et voilà, ça dit quelque chose le journaliste, c'est quelque chose de perfectible. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, et ça aide aussi à retrouver de la crédibilité. Voilà, je me suis un peu éloigné de votre question, mais j'y ai répondu à ma manière. Xavier Dupont de Ligonnès. C'est un cauchemar absolu, cette histoire. Pour une chaîne d'information en continu, qui a une agence, qui n'emploie pas de conditionnel, qu'on ait pu donner et développer pendant plusieurs heures en édition spéciale une information fausse, c'est l'horreur absolue. C'est un traumatisme terrible. Vous vous souvenez, cette histoire démarre un vendredi soir. Elle se poursuit le samedi matin. On sait le samedi midi que c'est pas lui de façon sûre. Moi, je viens sur l'antenne de France Info le dimanche. Je fais venir la médiatrice de mémoire. Le samedi matin, vous passez un témoignage d'un voisin qui vient. Voilà, je vais y revenir parce que c'est un point très important. Moi, j'estime que c'est mon devoir de venir répondre aux questions des auditeurs. On a été assaillis de questions d'auditeurs et de critiques d'auditeurs. Donc, je fais venir la médiatrice qui est Radio France, qui fait ça pour toutes les antennes, qui collecte et trie les mails d'auditeurs, les messages d'auditeurs par répondeur ou par mail, et je réponds pendant un certain temps aux questions pour expliquer ce qui s'est passé. Et puis le lundi matin, je réunis toute la rédaction, et honnêtement, ça tenait de la séance de thérapie. On a passé 2 heures, ça a été un traumatisme, et cette histoire, on reste encore traumatisé. C'est-à-dire, si ça arrive demain, est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est sûr de dire qu'on ne referait pas la même bêtise? En fait, vu comment ça s'est passé, hélas, c'est pas sûr à 100%. Et c'est ça qui est terrible, si vous voulez. 20h10, le Parisien fait un push avec arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès en Écosse. Il n'y a pas de conditionnel, il n'y a pas de... Nous, fidèles à notre doctrine, nous ne reprenons pas l'information, nous rappelons nos journalistes du service police-justice, qui sont des gens expérimentés, qui ont 10 ou 15 ans ou 20 ans de métier, qui ont des sources au plus haut placées dans la police judiciaire et dans la police nationale, des sources, j'allais dire, qui ont été des gens à qui, année après année, c'est la valeur d'un carnet d'adresse d'un journaliste spécialisé. Vous pouvez faire du off, vous ne les cramez pas, vous avez éprouvé la confiance que vous pouvez avoir en eux, ils ont éprouvé aussi la confiance qu'ils pouvaient vous faire. C'est la valeur d'un journaliste, c'est son carnet d'adresse, c'est la qualité de ses sources. Et en une demi-heure, nous avons nos 3 journalistes qui sont mobilisés ce soir-là du service police-justice, nous disent c'est bon là aussi. Ah bon, et c'est bon. Alors, évidemment, vous ne demandez pas qui te l'a dit. Parce que je vous raconterai d'autres histoires au Monde avec Davé et l'homme, les 2 investigateurs du Monde. Vous ne posez pas la question de but en blanc qui te l'a dit. Parce qu'il y a le secret des sources. Ça peut paraître bizarre, ça, mais je le dis volontiers parce qu'on respecte. C'est sacré, le secret des sources. Et on leur dit, mais c'est à quel niveau? Le top 4 de la police judiciaire. Ah oui, quand même. Ok. Et la police nationale? Top 3. Ah bon, d'accord. Ok. Donc là, autant dire que vous avez des gens très haut placés de la police judiciaire et de la police nationale qui vous disent, on l'a. Les empreintes digitales matchent. Donc là, vous estimez que vous avez coché toutes les cases. Édition spéciale. Vous basculez en édition spéciale. Vous rappelez les 2 spécialistes du sujet qui pensaient passer un vendredi soir peinard, qui reviennent ventre à terre pour être dans le studio. Et vous commencez à rappeler les faits, à expliquer le truc,
à dire la dernière fois où on l'a vu, il était là, à rappeler cette histoire abominable d'un gars qui trucide sa famille, etc., etc. Vous faites parler, vous convoquez des psys, des flics, des enquêteurs. Bref, c'est la mécanique de l'édition spéciale, quoi. Bon. Et on finit par avoir l'adresse de là où se trouve à Limès le gars qui serait soi-disant Xavier Dupont de Ligonnès. Et donc on envoie une reporter qui est la première avec Europe 1, il n'y a personne à ce moment-là. Et elle fait l'enquête de voisinage. Vous voyez, l'enquête du voisinage, on se méfie souvent des enquêtes du voisinage. Parce que jamais vous imaginez que votre voisin a tué sa famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que souvent, cette personne-là est suffisamment duplice pour ne pas avoir montré qu'elle était un assassin en puissance. Et donc, les enquêtes de voisinage, ça vaut ce que ça vaut. Sauf que là, on va le découvrir petit à petit, le voisin en question, le Jacques en question, donne quand même des éléments assez précis. Il a dîné avec lui la veille au soir, il est copain depuis 30 ans. Et notre reporter n'a pas le temps de monter son sujet dans la soirée, mais elle intervient en direct au téléphone, avant minuit. Et elle raconte ce qu'on lui a dit, le fameux Jacques, là. Et déjà, là, on se dit, il y a un truc qui est bizarre. Mais la police maintient, on est encore... Bon, voilà. Et puis... à minuit, on s'arrête. Ceux qui étaient revenus sont lessivés. Ils rentrent chez eux. Et le lendemain matin, il y a une partie de ceux-là qui vont être là. Puis il y a une nouvelle équipe qui va prendre le relais, qui travaille le samedi matin. Et là, le reportage de Gaëlle Joly, c'est le nom de cette reporter, elle l'a fait dans la nuit. On le diffuse dès l'ouverture de l'antenne à 6h du matin. Et là, on entend un truc quand même où on entend le fameux Jacques. Et là, on se dit, c'est quand même un truc. Bon. Et là, ce qu'on appelle le fil rouge, c'est-à-dire le présentateur qui fait l'antenne de 6h à 10h, va être suffisamment prudent pour dire mais si c'est lui, si c'est bien lui, à tel point d'ailleurs que sur Twitter, il est interpellé en disant mais arrêtez de dire si c'est lui toutes les 3 secondes. Oui, mais il est plutôt bien inspiré en disant si c'est lui. Et j'ai eu un contact avec Phil Chatwin, qui est le directeur de l'information de l'AFP. Et lui me dit qu'il entend ce reportage-là à 6h du matin, qu'il appelle immédiatement sa rédaction en chef, l'AFP, qui avait donné avec 5 sources l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Et pour dire, il y a un truc qui cloche, attention, prudence maximale, etc. On reçoit aussi à ce moment-là un SMS du procureur que nous essayons de joindre depuis des heures. Prudence. Il faut savoir que de 6h à 9h, toutes les sources policières qui nous avaient parlé sont aux abonnés absents. Tiens, soudainement. Plus personne n'est disponible. Ça aussi, bizarre, étrange. Donc là, on commence. Et puis, bon, alors, je vais vous dire, il y a des choses qu'on n'a pas dites. Alors, c'est pas qu'on est hyper fiers, mais on a quand même fait une grosse bêtise, mais pour rester poli. Mais on n'est pas tombé dans la chirurgie esthétique. Il a changé de visage. Il a volé le passeport du fameux gars de Limès, là, du copain de Jacques. Il a, même certains médias ont dit, l'ADN match. Voilà, des choses qu'on n'a jamais dites, parce qu'on ne l'avait pas, tout simplement, et que quand certains confrères l'avaient, nous, si on ne l'avait pas, on ne l'avait pas. Donc, on ne le donnait pas. Donc, il y a eu un emballement, il y a eu un double emballement. Et c'est ce qu'on va comprendre ensuite au fil des heures. C'est que, y compris, d'abord, on a compris trop tardivement que, y compris au plus haut niveau de la police judiciaire, tout ça pointait sur une seule source, qui était les Écossais. Un flic écossais. Et les flics écossais, on l'a su après, ils ont comparé les empreintes digitales avec une photocopie. Autant dire qu'une photocopie, elle est plus ou moins bonne. Et en plus, c'est des trucs tellement subtils. Vous pouvez dire, il y a 9 points sur 40 qui ont l'air de matcher. 9 points sur 40, ça ne va pas le faire. Bon, mais ça, on le sait après. Et puis, on a compris aussi que, y compris chez les enquêteurs les plus chevronnés, ça reste des hommes. Ils ont eu envie d'y croire. Ils se sont dit, mais on l'a, ça y est, on l'a. Et ils ont eu envie aussi de croire qu'ils l'avaient. Et nous, on a plongé aussi à cause de ça. Donc,
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en a tiré comme leçon? On a encore fait une réunion avec la Société des journalistes ce matin sur le sujet. Alors, il y a 10 sujets. Voilà. On espère que ces 10 petites barrières qu'on va remettre, qu'on est en train de remettre, vont nous prémunir de la suite. Mais quand vous avez la chef du service police-justice qui, le lundi, donc on est 48 heures après, vous dit mais moi j'ai l'impression d'avoir tout fait bien. C'est une fille formidable, qui s'est jamais plantée, qui a une très forte crédibilité, etc. Bon, elle était au bord des larmes. Elle était en disant mais voilà, j'en dors plus quoi. Il y a un truc, je comprends pas ce qui s'est passé quoi. Et je vois pas si demain le truc se présente, qu'est-ce que je peux faire pour pas tomber dans le panneau quoi. Bon, alors ensuite vous dites il faut bien. Alors vous pourrez jamais donner le nom de la personne qui est votre source. Mais vous pouvez dire la police judiciaire, la police nationale. Vous pouvez essayer même de dire au plus haut niveau, selon la police judiciaire, espérant ne pas cramer votre source. Et puis, nous, on a décidé. La question, c'est de savoir est-ce qu'on remet du conditionnel? Nous, on a dit on ne remet pas de conditionnel parce que c'est repartir en arrière. Puis c'est bizarre de dire le conditionnel. Vous comprenez? Un fait, ça existe ou ça n'existe pas. Bon, et donc on s'est dit non, on va pas remettre du conditionnel, mais on sait maintenant, quand on a affaire à une police qui n'est pas française, on sera plus prudent. On sait qu'il y a tout un tas de petites choses, celui de précaution qu'on peut prendre davantage, qui devraient nous permettre, je dis bien devraient nous permettre, je parle prudemment, de ne pas refaire la même bêtise dans une histoire qui reste totalement singulière. C'est pas un fake news, l'histoire des Xavier Dupont de Ligonnès. C'est pas un type qui vous enfume. C'est une erreur qu'on va relayer, faute d'avoir su y voir clair. Donc on a une part de responsabilité. Il faut expliquer comment on a travaillé, c'est ce que j'ai essayé de faire, d'abord en prenant ma part aussi de responsabilité. Il faut expliquer aux auditeurs que, et ça j'y crois vraiment, quand on fait une connerie, il faut le dire. C'est absolument indispensable. Il ne faut surtout pas mettre la tête dans le sable et attendre que ça passe. Le seul moyen de regagner un peu de crédibilité, c'est de dire, là, oui, ok, là, ouais, on s'est planté. On s'est planté dans les grandes largeurs. Et pour nous, c'est un vrai traumatisme. Et voilà ce qu'on essaye de faire depuis. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà. Bon, c'est une histoire qui nous a marqué, qui va nous marquer, qui va rester malheureusement dans l'histoire du journalisme contemporain. Voilà, on arrive au terme. Merci Vincent. Je crois qu'on peut vraiment t'applaudir et te remercier et merci à pour vous. Cela. Et c'est justement peut-être par l'introspection, le fait de reconnaître ses erreurs quand on en fait. C'est quand même pas. Il y a des trains qui déraillent, c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de prendre le train, effectivement. Mais c'est vrai que cette histoire a été très frappante par la capacité d'analyser ses erreurs. Et en tout cas, merci pour le grand tour d'horizon que tu as fait. Et voilà, on va diffuser cette vidéo par la suite. Et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ce dialogue entre les consommateurs des médias et ceux qui les font. Merci à vous tous et bonne soirée.